Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International et tout de suite, Jean-Yves Heurtebise vous présente son émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouvel épisode de notre podcast qui continue le podcast précédent sur les relations entre Taïwan et la Chine et à propos, par l'intermédiaire du Japon. Nous allons en fait donc continuer à commenter certaines nouvelles qui se sont produites assez récemment et juste qui font écho à notre dernier podcast. Donc dans notre dernier podcast, nous avions évoqué comment en fait la réaction de Sanae Takaichi à cette idée d'une possible intervention japonaise liée à un blocus potentiel de la Chine sur Taïwan, pour faire pression sur Taïwan et pour prendre Taïwan par la force, pour que Taïwan se soumette à cause de ce blocus continental. Nous avions donc évoqué les différents aspects de ces relations tendues entre le Japon et la Chine, et notamment le fait que Sanae Takaichi ait d'une certaine manière résisté à la pression de Pékin pour s'excuser pour ses propos, peut avoir joué un rôle dans son élection, dans l'élection aux élections anticipées de son parti, donc le 8 février, son parti qui était apparemment avant donc le fait que Sanae Takaichi prenne le poste de Premier ministre. Son parti était dans une situation un peu de crise et avec ces élections anticipées, a réussi à obtenir une majorité importante au Parlement, qui donne en fait à son parti, le LPD, les coups des franches pour pouvoir continuer l'agenda de Takaichi, qui est en fait dans la continuité de celui de Shinzo Abe. Et on avait donc évoqué aussi comment, à l'inverse, le KMT misait donc dans la relation sur la Chine, dans l'apaisement des relations avec la Chine, en se rendant en Chine pour assister à un think tank, afin de fluidifier cette relation, plutôt que de profiter d'une certaine manière de ce contexte nouveau au Japon qui permet à Taïwan d'être plus, on va dire, solide sur ses arrières, puisque le KMT sans doute avait obtenu cette potentielle visite entre son dirigeant et Xi Jinping à la faveur de ce plan de blocage à l'Assemblée de Taïwan des dépenses militaires. Donc sans doute le fait que les partis de l'opposition empêchent le passage de l'enveloppe budgétaire de dépenses militaires de Taïwan à un certain niveau, et le fait qu'ils veulent rogner sur ces dépenses-là, est sans doute un préalable du point de vue de la Chine à un retour des relations et des discussions approfondies et sur le sol chinois entre le Parti communiste chinois et le KMT. Donc on va ici aujourd'hui commenter deux autres éléments qui en fait font un peu la continuité par rapport à cette situation. Le premier événement, c'est lors de la conférence donc de Munich, donc la conférence de sécurité de Munich qui se réunit chaque année. Donc l'année dernière, on en avait parlé à cause du discours de Jonathan Vance sur les États-Unis et sur le fait que l'Europe était en déclin et que la menace aujourd'hui dans le monde, c'était donc l'immigration en Europe et non pas la Russie ou la Chine. Donc cette année, Rubio a fait un discours qui n'était pas finalement très éloigné de ça, même s'il était beaucoup plus diplomatique. Et ensuite, Rubio, quand il était présent en Europe, il est allé en Hongrie sans visiter les autres capitales, ce qui montre on va dire, le parti pris à la fois plutôt pro-russe, anti-européen, anti-libéral de l'administration Trump. Donc lors de ces conférences de Munich, Wang Yi, donc le
numéro 2 du Parti communiste chinois, fait une déclaration extrêmement importante et en même temps assez préoccupante donc, par rapport au Japon. Donc il dit que il s'adressant donc s'adressant aux autres nations. Donc il a demandé donc il a demandé aux autres nations de faire attention donc selon lui à la position du Japon, qu'il y avait au Japon en ce moment un courant dangereux qui est en train de se mettre en place. Et selon lui, les propos de Sanae Takaichi, donc ça réverbère encore, on le voit 4 mois après, les propos de Sanae Takaichi en fait mettent en cause sont un défi à l'ordre d'après-guerre, à l'ordre international d'après-guerre. Et c'est quelque chose que les Chinois ne peuvent pas accepter. Et il est même allé jusqu'à dire quelque chose qui est assez intéressant, que donc il a dit qu'il y a que cette proposition, cette affirmation de Sanae Takaichi sur le fait que un blocus de Taïwan par la Chine pourrait demander une intervention des forces militaires japonaises, notamment parce que du point de vue donc évidemment de l'impossibilité pour les navires japonais de passer et la possibilité de contact et de conflit avec des navires américains. Donc il a dit ça, extrêmement préoccupant, problématique, parce qu'il n'y a pas vraiment de base pour l'affirmer. Donc il a dit que les ambitions du Japon pour envahir et coloniser Taïwan restent inchangées. Donc il a retourné en fait le propos de Sanae Takaichi disant que le Japon peut-être pourrait se défendre au cas où la Chine chercherait à envahir Taïwan via un blocus de la mer de Chine orientale et méridionale. Retourner ça comme en fait une volonté du Japon d'envahir Taïwan, ce qui paraît extrêmement, il n'y a aucune base géopolitique aujourd'hui du point de vue donc de la relation entre Japon et Taïwan pour affirmer cela, mais c'est ce que cela montre surtout. Donc cette phrase, elle parle assez peu du Japon, elle a aucune relation objective avec l'État du Japon aujourd'hui. Par contre, elle permet de comprendre en fait l'état d'esprit de l'interlocuteur, l'état d'esprit de celui qui prononce ces phrases, c'est-à-dire le fait d'être resté en fait bloqué dans la perception du monde, la perception du monde tel qu'il était il y a 80 ans et donc ou même il y a un siècle, c'est-à-dire au moment où en 1895 le Japon après la guerre contre la Chine qui était victorieuse, avait colonisé Taïwan, donc l'archipel Formosan. Et donc affirmer qu'on est encore aujourd'hui dans cette situation, c'est en fait ne pas avoir véritablement perçu les évolutions de la société, de l'histoire depuis 100 ans, parce que cela permet évidemment, je pense pas que beaucoup de gens à Munich ont été convaincus, ont cru que le Japon était en ce moment en train de chercher à envahir Taïwan. Par contre, les gens sont plutôt inquiets des visées de la Chine sur Taïwan. Donc ça c'est un premier élément. Et évidemment, quand Wang Yi dit que ça remet en cause en fait l'ordre mondial d'après-guerre, en fait, il faut se rappeler que dans l'immédiat après-guerre, l'ordre mondial du point de vue chinois, c'était encore en fait Chiang Kai-shek le représentant et de la plupart de ces rencontres internationales et pas du tout Mao Zedong. On va dire la normalisation à l'ONU, elle est venue dans les années 70, donc beaucoup plus tard. Okay. La deuxième chose aussi, un deuxième événement aussi assez intéressant et assez préoccupant, c'est en fait la répétition le 13 février d'une manœuvre, la répétition le 15 février d'une manœuvre qui était déjà apparue, qui avait déjà été mise en place en fin décembre
Donc, c'est quoi cette manœuvre? C'est une manœuvre qui consiste pour la flottille des bateaux chinois. Donc, il y a un grand nombre de bateaux de pêche chinois qui sont présents, donc évidemment dans la mer de Chine méridionale et la mer de Chine orientale. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en décembre 2025, il y a eu d'un coup une mobilisation de tous ces bateaux qui avaient en quelques heures s'était mis en ligne dans une forme de L dans une distance incroyable de 470 km du nord au sud, en faisant une sorte de mur qui se situait en gros entre d'une part entre le Japon et la Chine et entre le Japon et Taïwan. Et donc le 11 janvier, une autre formation du même type, incluant 1300 bateaux sur 370 km, a formé cette ligne. Cette ligne de 170 bateaux alignés, donc de 1300 bateaux alignés sur 370 km entre le Japon et Taïwan. Ce qui démontre un niveau de coordination extrêmement poussé. Il est évident que si les bateaux se mettent dans cet alignement, c'est une répétition donc d'une situation de blocus. Ça n'a rien à voir, donc comme le disent la plupart des experts, avec quelque chose qui serait lié à la pêche. On voit donc ici que la Chine commence à entraîner ces bateaux de pêche pour être utilisés à des fins militaires, et sans doute une possible utilisation de cette formation qui regroupe donc des milliers, 1000, 2000 bateaux sur une ligne de plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Ça serait sans doute de servir en fait de leurre pour des missiles. Parce que avec cet alignement, ça pourrait créer en fait, rendre les radars, rendre flou la perception par les radars de la menace, notamment s'il y a des lancements de missiles par ailleurs sur cette zone. Donc c'est véritablement une sorte d'exercice militaire sans bateau militaire. C'est ce qu'on appelle les zones grises, et ça intervient donc justement dans cette période-là de tension entre le Japon et la Chine, et évidemment c'est quelque chose qui montre de quel côté est la pression militaire, de quel côté est évidemment la volonté de manifestation d'une force qui militarise effectivement la mer de Chine orientale, et c'est donc la Chine qui utilise ces bateaux de pêche comme des armes potentielles en cas de conflit, notamment en cas de blocus. Et par ailleurs, comme on l'évoquait tout à l'heure, le 13 février, les autorités japonaises ont pris un bateau de pêche chinois qui s'aventurait à l'intérieur des eaux japonaises. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Donc on voit tout un ensemble d'activités, à la fois au niveau diplomatique et au niveau, on va dire, dans cette zone grise qui est entre le militaire et le civil, qui cherche à continuer à faire une pression sur le Japon de la part de la Chine, tout en affirmant que c'est le Japon qui voudrait envahir Taïwan. Et donc là, on est dans une tendance de fond qui, depuis les propos de Sanae Takeichi, en fait, ne continue à se développer. Donc c'est quelque chose qu'on doit continuer à suivre et à analyser dans cette émission. Merci pour votre attention. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.